Merci à vous de nous suivre dans cette opération spéciale, cette édition spéciale à la mesure de l'événement historique. Les États-Unis entrent en guerre contre la République islamique d'Iran dans une opération fulgurante, massive et menée de manière secrète. Nous recevons le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Bonsoir. Bonsoir Darius Rochemin. Merci beaucoup d'être là. Les 7 bombardiers furtifs B-2 avaient décollé du Missouri dans le secret le plus absolu au cœur de la nuit pour frapper les sites nucléaires iraniens à Fordo, Natanz, Ispahan. On sera en direct avec nos envoyés spéciaux. Nous suivons ensemble les dernières images, les informations sur le secret, les leurres à la fois politiques, militaires pour tromper les Iraniens, les bombardements et maintenant la riposte et les risques du basculement dans l'inconnu. Monsieur le ministre, dans quelques instants, juste après cet entretien, vous vous rendez à l'Élysée. Un conseil de défense se tient autour du président de la République. Dites un mot du caractère de gravité qu'il prend ce soir. Bien sûr, un conseil de défense, c'est une instance secrète, confidentielle, où sont regroupés autour du chef de l'État, qui le préside, le Premier ministre et les ministres qui sont impliqués, à commencer bien entendu par le ministre de la Défense, le ministre des Affaires étrangères. Le ministre que je suis, ministre de l'Intérieur, est impliqué notamment en termes de répercussions, notamment sur la sécurité intérieure, des menaces potentielles qui peuvent désormais se développer, se déployer sur notre territoire national. Avec vous, on parlera de 2 aspects en particulier, l'uranium enrichi qui peut-être peut se disséminer et évidemment les risques de contre-coups terroristes ici en France. Et vous avez un certain nombre d'informations de première importance à nous donner. Rappelons d'abord, si vous le permettez, l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3 de cette opération. Tout a commencé dans la nuit à 23h. Hier, les tirs de diversion d'un sous-marin qui a tiré les missiles Tomahawk, sous-marin américain. Peu après minuit, les bombardiers sont entrés dans l'espace aérien iranien. À minuit 40, les 7 bombardiers ont largué 14 bombes, 12 bombes anti-bunker sur Fordo, 2 bombes anti-bunker sur Natanz, 30 missiles de croisière qui partent d'un sous-marin sur Natanz et Ispahan. À 1h30, les B-2 ont quitté l'espace aérien de la République islamique. Juste après, la Maison-Blanche, à ce moment-là seulement, donne l'information au Congrès. Jusqu'à présent, c'était le secret absolu gardé par la Maison-Blanche. Et Donald Trump en a fait l'annonce. Commentaire là-dessus, sur regarder cette image tellement incroyable, Trump dans la Situation Room avec sa casquette MAGA. C'est Donald Trump. Simplement, peut-être qu'on peut reconnaître qu'il a mené une opération en leurrant tout le monde. Et une opération peut-être aussi qu'il a décidé en contradiction avec sa base électorale MAGA, qui est très isolationniste. Et on dit souvent que c'est un populiste. Là, il a pris une décision à l'encontre de ses intérêts, en tout cas provisoires, à court terme, électoraux. Mais il les embarque avec la casquette, justement. Hein. Vous avez vu, il a sa casquette du parti. Bien sûr. On n'imagine pas une pareille chose. Et croyez-moi que ce n'est pas au Conseil de défense que présidera Emmanuel Macron tout à l'heure qu'il abordera ce genre de signe distinctif. Bien évidemment, on est en France. Bruno Retailleau, vous avez en 9 mois de pouvoir incarner maintenant la droite, y compris par la présidence que vous tenez aujourd'hui. Une des grandes questions de la droite depuis des décennies, c'est être plutôt atlantiste ou plutôt dans la tradition gaulienne. Quand vous regardez ces images, est-ce que ça vous redonne confiance ou défiance en l'Amérique? Non, je pense que justement, la droite a toujours été gaulliste sur le plan des relations internationales. Et là, on peut-être déployer cet argumentaire. Et qu'est-ce que ça signifie, être gaulliste, en voyant ces événements? Moi, je pense que le gaullisme, c'est d'abord une politique d'équilibre. Peut-on dire que l'Iran est un facteur d'équilibre dans la région depuis des décennies? Non, je ne le crois pas. Le gaullisme, c'est la souveraineté des nations. Peut-on dire qu'un État comme l'Iran, qui souhaite l'éradication d'Israël de la carte, préserve justement la souveraineté de cette nation? Non. Donc je pense que sans s'aligner sur les États-Unis, et j'en parlerai dans quelques instants, je pense que force est de reconnaître que, personne n'avait envie d'un djihad atomique, et l'Iran est une puissance déstabilisatrice du Moyen-Orient depuis longtemps. Deuxième chose, évidemment qu'il faut, et c'est la position française, éviter l'escalade. Mais force est de reconnaître, là encore, que celui qui a provoqué l'escalade, c'est bien l'Iran, puisqu'il y avait un traité, depuis des années on discute. Donald Trump lui-même a fait pression depuis ces derniers jours, ces dernières semaines sur l'Iran pour qu'elle revienne à la table des discussions. Ils n'y sont pas revenus. En revanche, là où il peut y avoir précisément une position très gaulliste, c'est que on n'importe pas, on ne change pas un régime, on n'importe pas la démocratie libérale à coups de bombes et à coups de missiles. C'est le peuple iranien qui devra en décider. Le droit international
n'est pas respecté. Il n'y a pas de mandat de l'ONU, il y a des mandats de personne. C'est les États-Unis seuls qui font ça. Est-ce que quelque chose pas plus que le droit international n'est respecté par l'Iran. Ça, c'est sûr. De non-prolifération nucléaire. Ouais. Mais là, le fait que les États-Unis d'Amérique, on comprend bien que le résultat vous sied, même vous ravit, mais le fait que la première puissance du monde agisse seule, sans mandat de l'ONU, est-ce que quelque chose vous chiffonne en ça? C'est la République impériale. C'est la République impériale. On était habitué ces dernières décennies à des très mauvaises décisions des Américains, notamment en Irak en 2003, qui ont suscité le chaos. Ils ont tenté de changer de régime, ils l'ont changé, mais on a bien vu avec les conséquences dans lesquelles ils avaient placé la région, avec Daesh notamment et l'État islamiste, et on a eu un certain nombre de retours en matière de terroristes et de morts ici. L'Afghanistan. Donc, vous dites, pardon, la République impériale, pardon de vous couper, mais ce mot est tellement fort que vous utilisez, la République impériale. Je ne sais pas si vous connaissez le mot magnifique de Jefferson, l'empire de la liberté, les deux à la fois. Oui. C'est une démocratie, mais c'est un empire. Et il y a eu un livre qui porte le nom de République impériale. Ce sont les États-Unis. On pensait simplement que Donald Trump en revenait à une position très isolationniste par rapport, encore une fois, à sa base. C'est un homme d'affaires avant tout, et il pense que le business ne s'accorde pas bien avec la guerre. Donc on était sur ce créneau-là. Mais là, il y a quelque chose qui s'est joué. Il a considéré que les intérêts, sans doute américains, israéliens et d'autres, et sans doute que l'Iran a été un peu trop loin en matière de prolifération, non pas de prolifération, mais ils étaient sans doute tout près d'acquérir la bombe atomique. Là, quand les États-Unis jouent comme ça le rôle de gendarme du monde, est-ce que vous dites bravo ? Non, je ne dis pas bravo. Non, je ne dis pas bravo parce que ce rôle-là, on a bien vu qu'il s'est accompagné de conséquences qui ont été souvent désastreuses. Simplement, je l'ai dit, aujourd'hui, on ne pouvait pas remettre dans les mains du régime des Mollahs l'arme nucléaire. Sachant qu'il désignait Israël qui voulait tout simplement rayer de la carte. Mais pardon Bruno, toute l'ambivalence de la France, l'ambivalence de l'Allemagne, l'ambivalence de tant de pays, l'Allemagne un peu moins, elle est allée très, très loin dans le sens, allez-y, faites le travail. Et là, vous dites, je ne dis pas bravo, mais enfin, on est quand même content qu'il l'ait fait. Ça n'est pas, je vous ai dit tout à l'heure, que personne ne pouvait se satisfaire que l'Iran puisse avoir cette arme atomique. J'ai même parlé de djihad atomique. Vous voyez ? Donc, de ce côté-là, je reconnais cette légitimité. Donc, simplement, je trace. Donc, bravo. Je vais vous dire, je ne pleurerai pas. Il y a quelques secondes, c'est bravo ou c'est pas bravo ? Je ne pleurerai pas sur le régime des Mollahs. Simplement, je mets une limite. Cette limite, je l'exprimais, on ne change pas un régime à coups de bombes et à coups de missiles. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous craignez l'aventure ? Il y a des précédents terribles, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Libye avec Kadhafi, ce qui s'est passé en Irak avec Saddam Hussein. Est-ce que l'hubris, est-ce que la tentation de dire, allez, on va aller plus loin, renverser Khamenei, le tuer, vous inquiète ? Bien sûr, et puis il faut rester très humble. J'entends plein de commentateurs. En réalité, même les Américains ne savent pas ce qu'ils ont produit. Quel a été l'effet ? On craint, bien entendu, que la matière enrichie, plusieurs centaines de kilos, qui pourraient finalement servir à créer une dizaine de bombes. Que cette matière-là, les Iraniens l'aient finalement dissimulée, l'aient cachée, et qu'elle ne se soit trouvée sur aucun des 3 sites qui ont été frappés. Et quand bien même, pour ces sites qui ont été frappés, et notamment le site de Forbo, qui a la preuve d'une destruction totale? Personne. Donc il faut rester très humble, très modeste. Simplement, je pense qu'on ne pouvait pas supporter que l'Iran ait la bombe nucléaire. Ça, pour moi, c'est à titre personnel, plus en tant que chef de parti, si vous voulez, qu'en tant que ministre de l'Intérieur. Mais c'est ce que j'affirme. Bon, on reviendra dans quelques instants sur ce que vous dites sur l'uranium, parce que c'est un point très important, y compris où peut voyager cet uranium. Mais si on reste un instant sur cette idée de changer le régime ou non, le président de la République a dit, si on essaie de le changer par la force, ce sera le chaos. Le pensez-vous ? Je le pense, d'ailleurs, il a raison de le dire, et on a bien vu en Afghanistan, on a vu en Irak que ces tentatives d'importer de l'extérieur à coups de missiles, à coups de bombardements, la démocratie libérale, ça a été le chaos. Donc faisons très attention, d'autant que là, on a un grand pays, 90 millions d'habitants, mais on a une grande civilisation millénaire. Et on a un pays avec des Iraniens qui sont très très éduqués. Donc à un moment ou à un autre, ce sera à eux de prendre finalement en main leur propre destin. J'ai eu quelques contacts que j'ai eus avec des gens qui sont, là encore, qui ont les contacts en intérieur. Ce qu'ils me disent, c'est que, ils détestent le régime des Mollahs, qui a fait des morts et des centaines de morts. Bon. Ensuite, 2, ils ne veulent tuer les civils qui sont tués. Évidemment, ça les révulse. Et il est pour eux hors de question de voir le moindre uniforme israélien ou américain sur le sol iranien.
la dimension du secret est complètement fascinante. Je ne sais pas si vous avez vu que les avions, les bombardiers sont sortis de l'espace de la République islamique d'Iran, donc vers minuit, vers 1h30, et jusque-là, même le Congrès des États-Unis n'était pas au courant. La Maison-Blanche, à minuit 30 et à 1h30 et quelques minutes, a averti le Congrès. Alors ça, vous qui êtes un politique habitué au secret, pas mal. C'est une opération rondement menée, tout comme l'avait été d'ailleurs la première opération d'Israël, qui a fait quand même, je veux dire, l'étonnement et parfois même l'admiration, simplement sur le plan technique et militaire, de nombreuses armées dans le monde. 18 heures de vol, regardez ces avions. Ils sont partis donc du Missouri. Ils ont volé pendant 18 heures avec des ravitaillements en vol jusqu'à l'Iran, dans le secret le plus absolu. Aucune réaction de la défense antiaérienne iranienne. Ils ont ouvert le feu avec leurs 14 bombes de 13 tonnes dans la nuit, dans un secret qui a été maintenu jusque-là de manière absolue. À votre connaissance, quand la France a-t-elle été avisée ? Je ne le sais pas, donc je ne le dirai pas. Simplement, l'opération a été rondement menée, mais encore une fois, il est beaucoup trop tôt pour savoir si cette opération a été réussie. L'est-elle ? Ne l'est-elle pas ? Elle le sera si elle a détruit fondamentalement la possibilité, la capacité des Iraniens précisément à enrichir et à faire la bombe nucléaire. Elle ne le sera pas si ces capacités n'ont été qu'un petit peu repoussées ou à peine. C'est très important de vous avoir ce soir parce qu'il y a beaucoup de connexions entre le danger international et le danger ici en France. En matière terroriste, on va y venir et vous avez notamment des informations en primeur à nous donner sur un attentat qui a été déjoué, je le sais. Mais d'abord sur le risque de la dissémination de l'uranium. Il y a un certain nombre d'uranium enrichi, il y a des images assez étranges où on voit des dizaines de camions qui quittent le site de Fordo. Nul ne sait ce qu'il y a dans ces camions. Existe-t-il un risque que de l'uranium voyage ? Bien sûr, et c'est ce que je vous disais, il est vraisemblable, parce que finalement, ça n'est pas une supputation, c'est simplement du bon sens. Il est vraisemblable que le régime iranien ait mis à l'abri un certain nombre de stocks de matières qui avaient déjà été enrichis pour les cacher ailleurs, pour les dissimuler. La menace maintenant, ça pourrait être, si tant est que la capacité ait vraiment été atteinte de faire une vraie bombe nucléaire, mais ça pourrait être une bombe sale avec des éléments précisément nucléaires qui fait beaucoup moins de dégâts, évidemment, ou une bombe sale, parce qu'ils n'y ont pas renoncé au programme biologique. Donc bien sûr qu'on peut les uns ou les autres, je les entends, se réjouir ou déplorer, mais on rentre dans une zone qui est une zone très très critique. L'hypothèse de la bombe sale, quand on connaît le passif de la République islamique d'Iran, du terrorisme de cette République islamique, elle existe ? Bien sûr, elle existe. Et je voudrais simplement, pour les auditeurs, les téléspectateurs, revenir aussi aux facteurs déclenchants de ces opérations. Il faut savoir que ce régime iranien tentait d'avoir non seulement la bombe, mais on sait désormais qu'ils ont des missiles balistiques. Ces missiles balistiques peuvent atteindre d'ailleurs une partie du territoire national. Ensuite, c'est un pays qu'on peut appeler d'ailleurs terroriste, qui a répandu le terrorisme, qui a financé les mouvements terroristes. Le Hezbollah, les Houthis, le régime d'ailleurs syrien. Donc ça n'est pas rien. 79 a été une bascule de ce point de vue-là, parce que le régime Khamenei y est arrivé au pouvoir après la révolution, de même qu'il y a eu l'Afghanistan, de même qu'il y a eu les désordres économiques consécutifs au second choc pétrolier. Mais cette année 1979, dans l'histoire du monde, et notamment de la fin du XXe siècle, est une date à retenir. Est-ce que nous vivons de ce point de vue-là des heures historiques ? Vous signez cet essai Ne rien céder manifeste contre l'islamisme, et on va entrer dans certains détails tout à l'heure, notamment des sunnites et des chiites, puisqu'il y a des ponts nouveaux qui sont en train de se créer. 79 à 2025, le premier foyer historique de l'islamisme d'État, l'islam radical, comme on dit aujourd'hui, c'était là, c'était Khomeini. Le réacteur de l'islamisme, ça a été précisément cette révolution théocratique. Ça a été le régime des mollahs. Certes, ils étaient chiites, mais ce qui est en train de se passer est inquiétant. Parce que jusqu'à présent, alors ils ont diffusé cette haine notamment contre le grand Satan, les États-Unis, contre Israël, plus généralement contre l'Occident. Ils ont disséminé avant le nucléaire le terrorisme, mais il y avait une fracture irréductible entre les musulmans. Les chiites, les Perses, les Iraniens, contre les sunnites. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose qui est très important la semaine dernière, parce que le numéro 2 par intérim, les frères musulmans, ceux qui font de l'entrisme, ceux que je combats, que je veux combattre aussi en France, parce qu'ils tentent de s'implanter, ils sont déjà implantés chez nous.
et il pourrait faire des dégâts. Le numéro 2 par intérim a envoyé à Ali Khamenei une lettre pour lui dire que désormais il le soutiendrait parce qu'il forme les chiites et les sunnites une seule et même Oumma. Nous formons une seule et même Oumma, communauté musulmane. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, ils se sont combattus, à tel point qu'ils se sont même massacrés. L'histoire de l'Irak, ça a été cela. C'était la haine. Bien sûr. On peut l'envisager aussi avec le Liban sous une autre forme. Mais là, on a, y compris sur le territoire français, ça fait partie de mes préoccupations, un nouveau risque qui émerge et qui peut amener à une menace grandissante du terrorisme islamiste chez nous en France. Ça veut dire concrètement que des réseaux sunnites et chiites sont en train de fusionner en quelque sorte ? En tout cas, on voit qu'il y a une jonction au plus haut niveau entre le représentant du chiisme, c'est-à-dire l'ayatollah, donc le dirigeant théocratique iranien, et puis justement la confrérie mondiale au niveau des frères musulmans. Et ça ne peut pas passer inaperçu. Khamenei, vous l'avez cité, c'est le successeur de Khomeini. Dans les heures qui viennent, on verra si les Israéliens tentent de déborder un peu Trump et tuent Khamenei. Il y a quand même le gouvernement israélien, par la voix de Katz, qui a dit cet homme ne doit plus exister. Président des États-Unis qui dit pour l'instant on ne le tue pas, mais enfin on sait où il est, donc sous-entendu on pourrait le faire. Est-ce que ça vous paraît acceptable que, alors même s'il n'y a rien de recommandable chez Khamenei, que la première puissance du monde dise on peut tuer le dirigeant d'un État constitué ? Je vous ai répondu. Toutes les tentatives par le passé qui ont, en tout cas la plupart des tentatives dans l'Extrême-Orient, en Afghanistan et dans le Proche-Orient, notamment en Irak et ailleurs, à chaque fois qu'il y a eu cette tentative d'importer à coups de missiles, à coups de bombardement, par la force occidentale précisément, des changements de régime, ça s'est traduit par une haine très profonde, une haine anti-occidentale et en réalité aussi par le chaos. Donc méfions-nous, c'est de ce point de vue-là la réserve principale que j'ai, parce que je sais que pour la France, il peut y avoir des répercussions qui peuvent être graves. Quelles sont les ripostes possibles de la part de l'Iran ? On va venir aux ripostes sur le territoire français. Plus généralement, il y a d'ailleurs des bases françaises dans la région encore, il y a des troupes françaises. Est-ce que vous craignez un contre-feu iranien ? On a des bases, par exemple, en Jordanie. Cette base, d'ailleurs, en Jordanie, nous avait permis, il y a un an, d'intercepter un certain nombre de missiles qui n'étaient pas des missiles balistiques iraniens que l'Iran avait projetés sur Israël. Donc on a des bases, évidemment, avancées et ils peuvent tenter, précisément, de nous atteindre. Parce que je remarque une chose, nous sommes très précautionneux. Et le président de la République veille à maintenir justement cet équilibre dont je parlais tout à l'heure. Pour autant, vu d'Iran et notamment des mollahs, on est totalement assimilé au camp occidental. Totalement. Là, les risques ici, parlons-en très précisément, les risques d'attentats, de risques en particulier sur les communautés juives, sur les lieux de culte juifs, sont-ils en train d'augmenter ? Je pense que cette menace augmente. Déjà, la menace terroriste n'a jamais cessé. Vendredi dernier, c'est une information que je veux vous donner, elle n'a jamais été pour l'instant donnée aux médias et à la presse, a été arrêté un jeune de 17 ans, dans la Sarthe, qui voulait préparer des attentats contre des lieux de culte, notamment des synagogues, contre des sex shops, et contre des mouvements, en tout cas des événements festifs. Heureusement, notamment la DGSI, qui dépend du ministère de l'Intérieur, a repéré son activité. Il n'était pas au point de commettre un attentat, mais il était en train de se préparer. Donc vous voyez bien que la menace, on a déjoué 9 attentats, y compris 3 qui visaient les Jeux Olympiques l'an dernier. Donc il y a déjà la menace. Mais est-ce qu'on connaît l'affiliation de ce jeune de 17 ans qui voulait agir ? Précisément, c'est une filiation classique chez nous, c'est l'EI. C'est l'État islamiste. Les gens peut-être ont plus entendu parler du mot de Daesh. Voilà. Donc c'est sunnite, c'est allégeance. Et jusqu'à présent, si vous voulez, Daesh, l'État islamiste, voyait plutôt d'un bon œil que des chiites puissent se faire massacrer ou puissent se faire taper, si j'ose dire. Mais c'est là qu'intervient ce que je vous ai dit, cette espèce d'alliance, qui est une alliance incroyablement nouvelle d'ailleurs, qui peut produire des effets chez nous et qui va renforcer la menace, cette alliance entre le schisme et justement le sunnisme. Et là, il ne faut rien négliger. On avait des menaces aussi vis-à-vis des Iraniens. Pas tellement de la communauté, et pas du tout de la communauté des 62 000 Iraniens qui vivent en France, parce que tous ceux-là sont opposés au régime des mollahs. Et ça se passe très très bien.
On a ici un cas d'école, pardon, ça veut dire qu'il a 17 ans, il voulait frapper au nom du groupe État islamique, vous le dites, contre des lieux de culte juifs, des sex shops, des lieux festifs. Où en était-il de ces préparatifs ? Je ne peux pas le dire parce que le PNAT s'est saisi. Simplement quand même, il faudra qu'un jour, on essaie de voir ce que les algorithmes, la responsabilité dans ces jeunes qui se radicalisent, souvent bien seuls, mais ils se radicalisent par la voie des réseaux sociaux, des algorithmes. Et on voit bien que là, plus de 70% dans les derniers attentats qui ont été, par exemple, déjoués, etc., plus de 70% sont des jeunes de moins de 21, 22 ans. Lui était mineur, il avait 17 ans. Donc là, il y a un souci. Le PNAT est saisi, le parquet national antiterroriste est saisi. Est-ce que ça demande aujourd'hui un déploiement supplémentaire, un plan Vigipirate renforcé ? Alors, on a déjà renforcé, il y a 8 jours, on a eu déjà un conseil de défense. On a, avec Sébastien Lecornu, je voudrais lui rendre hommage parce qu'il a été très facilitateur, notamment avec la force Sentinelle. On a doublé, sur les forces Sentinelles, on a doublé les patrouilles. Voilà. Et on a une possibilité, une capacité de mobilisation en 12 heures et 24 heures de plus d'1 millier de soldats. Donc ça, je pense, mais c'est le conseil de défense à 19h30 qui va en décider. Simplement, on avait pris un certain nombre de dispositions. J'avais demandé au préfet de veiller à prendre contact notamment avec les représentants de la communauté juive pour que les lieux de culte, notamment pour les fins de cérémonie, pour que les écoles, là encore, soient protégées et qu'on ait une présence visible. Quelle est l'option ? Les options, on comprend que vous n'allez pas livrer ici ce que vous allez livrer dans le secret du Conseil de défense dans quelques instants. Mais enfin, les options qui sont possibles présentées au Conseil de défense pour renforcer Vigipirate. Il y a beaucoup d'options, mais on peut encore le renforcer. On peut renforcer le dispositif. On est déjà à un niveau qui est un niveau assez substantiel, mais on peut encore le renforcer. J'ajoute qu'il y a une autre menace qui pourrait venir de l'Iran. L'Iran, d'ailleurs, a tenté de le faire en 2018, excusez-moi. En 2018, c'était à Villepinte, contre des opposants. Il y avait une manifestation d'opposants contre le régime des Mollahs. Et il y avait une tentative qui a été déjouée, grâce d'ailleurs à une coopération entre la Belgique, l'Allemagne et puis la France. Et dans ces cas-là, l'Iran utilise des proxys. Des proxys qui sont souvent liés au narcobanditisme, aux narcotrafiquants. Ces narcotrafiquants reçoivent un contrat et ils ne savent même pas que le contrat les relie d'ailleurs avec le régime iranien. Mais c'est la modalité d'intervention, souvent, qu'a tenté l'Iran, le régime des Mollahs, sur le territoire national. Et ça, vous avez des preuves de ça ? C'est-à-dire cette filière régime des Mollahs, narcotrafiquants, action en territoire français ? Bien sûr. Vous savez, je veux vraiment saluer les services qui travaillent, notamment la Direction générale de la sécurité intérieure, les renseignements territoriaux, etc. On a des services de très haute qualité en France. Vous savez qu'on a déjoué depuis quelques années, depuis une quinzaine d'années, pas moins de 86 attentats. Incroyable, on en a déjoué 9. Il n'y a jamais eu autant de tentatives d'attentats l'an dernier. Il n'y a pas eu de mort. Malheureusement, on a eu Mulhouse. Et au moment où je vous parle, demain, j'apprendrai peut-être qu'il y a un nouvel attentat. Mais encore une fois, on a durci la vigilance et le dispositif, qui est le nouveau dispositif, avec un certain nombre d'armes nouvelles, notamment en termes de renseignement, ça nous permet d'être plus efficaces. Est-ce que ces leviers existent encore ? À votre connaissance, est-ce que demain, la République islamique, si elle veut nuire à la France, peut les activer demain ? Bien sûr, évidemment. Évidemment, c'est très simple. C'est très simple parce que c'est très archaïque. Il s'agit, encore une fois, de proxy. Alors, on parlait de proxy au Moyen-Orient, on désignait les Houthis, on désignait le Hezbollah, etc. Non, là, c'est encore plus simple. Ce sont des contrats qui passent par des intermédiaires, qui ne permettent pas justement de relier la commande directement au régime des Mollahs et qui actionnent des narcotrafiquants, en fait. Voilà. Pour celles et ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle à quel point nous sommes en train de suivre en direct l'événement historique, les États-Unis qui entrent en guerre contre la République islamique d'Iran. Et monsieur le ministre, dans quelques instants, vous vous rendrez en tant que ministre de l'Intérieur au Conseil de défense sous l'autorité du président de la République. C'est 7 bombardiers B-2 qui ont décollé dans le plus grand secret du Missouri, qui ont volé 18 heures pour aller bombarder 3 sites nucléaires en Iran. Fordo, Natanz, Ispahan, à l'aide de ces bombes perforantes anti-bunker qui pèsent plus de 13 tonnes. Cette opération massive, est-ce que vous espérez que ce régime arrive à sa fin ? Vous venez de décrire de manière assez saisissante comment il avait une capacité de nuire. Est-ce que vous espérez quand même que le résultat soit là, un coup porté à l'hydre islamiste ? Ça n'est pas moi qui pleurerai sur la chute du régime des Mollahs, qui a
opprimer son pays. Depuis longtemps, des femmes ont été tuées, pendues parce qu'elles portaient le voile. C'est un régime qui est abject. Simplement, je l'aurais dit, on ne change pas, on n'importe pas la démocratie libérale de type occidental simplement avec des bombes. Il faut s'en méfier. Mais si cela doit arriver, et c'est ce que j'espère, si le peuple iranien se saisit de son destin et trouve les moyens précisément de reprendre le pouvoir, alors je m'en réjouirai. Bien sûr, parce que ça stabilisera la région et ce sera une menace en moins pour nous. De ce point de vue-là, est-ce que ça peut être la fin de l'histoire, d'une histoire? Dans ce livre, vous dites à quel point l'islamisme a été la grande affaire. Certains Américains considèrent que c'est une forme de troisième guerre mondiale. Il y a eu la guerre contre le nazisme, la guerre contre le communisme, contre l'Union soviétique, et cette troisième guerre mondiale. Est-ce que c'est votre vision? J'ai toujours assimilé cet islamisme-là à un totalitarisme. Et de ce point de vue-là, il y a eu le communisme, il y a eu le nazisme. D'ailleurs, le fondateur, vous savez, M. Al-Banna, quand il fonde les Frères musulmans, c'était en 1928, il ne va pas se cacher quelques années après de ses sympathies vis-à-vis de Hitler. On a des régimes qui sont totalisants, c'est-à-dire qui ne veulent qu'aucune partie de la vie humaine n'échappe à leur emprise. Voilà, tout doit être relié précisément à un certain nombre de prescriptions. Donc oui, moi je pense que ça fait beaucoup de mal, mais je suis en train de vous dire que les Frères musulmans, c'est autre chose. La disparition de ce régime ne réglerait pas pour autant la question de l'islamisme, ni en France, ni dans le monde. En ce sens, l'idée de la guerre préventive, c'est une guerre préventive que mènent les Israéliens et les Américains. C'est mal vu en général en Europe, la guerre préventive. Depuis des décennies, on considère que ça ne se fait pas. Ils le font, est-ce que c'est bien? Ça n'a pas toujours fonctionné. Le problème, c'est que ça n'a pas toujours fonctionné. C'est ça, des catastrophes, même souvent. Voilà, ça a débouché sur des catastrophes. Donc, il faut, voilà, on est français, on n'est pas américain, voilà, et on essaie de stabiliser les choses. Ils se sont nos amis, on reste les alliés américains. Et je dois vous dire, on parlait de gaullisme tout à l'heure, mais général de Gaulle s'est jamais trompé. Quant au moment de Cuba et les fusées, il fallait choisir. Il s'est, non pas soumis, mais en tout cas, il a aidé les Américains. François Mitterrand, d'ailleurs, sur autre chose, avec les missiles, notamment avec l'Allemagne, du temps de la RDA, là aussi, avait pris le parti de l'allié traditionnel. Monsieur le ministre, de Gaulle est allé très loin quand même dans une forme de sympathie à l'égard des Arabes. Rappelez-vous le fameux discours sur le peuple juif, sur de lui dominateur. Il y a des mots terribles vus d'aujourd'hui sur Israël créé dans des conditions plus ou moins justifiables. Il y a ce geste de la main terrible. Bien sûr. Mais de même qu'il a été assez loin, puisque, je vous rappelle, vis-à-vis, il reçoit Khrouchtchev, quand même, quand on sait ce qu'a fait le communisme notamment russe. Et là aussi, il va reconnaître la Chine, parce qu'il considérait qu'au-delà des régimes, il y a des peuples, il y a des nations, il y a des permanences historiques. Aujourd'hui, un certain nombre de musulmans, dans le monde et en France, vous diront... Il faut aussi montrer qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. On est actif contre le danger nucléaire iranien, mais il faut aussi parler de Gaza, de la reconnaissance de l'État palestinien. Est-ce que ce serait de ce point de vue-là le moment ? Je pense que ce n'est pas le moment, mais la question de ce qu'on appelle le double standard se pose. Et beaucoup, notamment dans ces pays, nous reprochent à nous, les Occidentaux, de faire deux poids, deux mesures. Mais est-ce que vous les entendez là? Quand ils vous disent, pardon, soyons très concrets, Israël évidemment se bat pour sa survie, surtout après le 7 octobre, mais Israël aussi, ce sont les colonies illégales de Cisjordanie, beaucoup de morts innocentes à Gaza, des ministres racistes. Est-ce que c'est le moment d'être simultanément plus ferme avec Israël? Mais il faut être exigeant, bien sûr, avec Israël. Plus ferme que dans le passé. Mais parce que derrière, c'est pas avec Israël, c'est aussi avec son Premier ministre actuel, avec cette alliance avec des partis d'extrême droite. En revanche, je considère que le moment venu de la reconnaissance de deux États, je suis évidemment avec cet héritage gaulliste pour la reconnaissance d'un État palestinien et d'un État israélien. Mais aujourd'hui le faire alors qu'il y a encore des otages, voilà, alors que le Hamas n'est pas totalement éradiqué, alors que l'autorité palestinienne éprouve des difficultés à se stabiliser, ce serait, je veux dire, un peu tôt, en tout cas un peu rapide. J'aimerais vous revenir sur l'événement, parce que beaucoup de ceux qui nous rejoignent maintenant sans doute veulent suivre exactement ce qui s'est produit. Toute la puissance militaire américaine, la machine américaine avec cette énorme armada qui s'est mise à disposition autour de l'Iran, 3 porte-avions, des centaines d'avions, les sous-marins qui ont lancé les Tomahawk. En réalité, là, est-ce que cette puissance nous est utile? Les 30 dernières années, l'histoire de ces 30 dernières années a montré qu'en réalité, l'armée, les missiles, les bombardements, ça ne réglait rien. Il faut de toute façon qu'à un moment donné, il y ait des solutions politiques. C'est l'histoire de ces 30 à 40 dernières années. Donc il faut apprendre de l'expérience. Parfois, l'arme
et notamment l'utilisation du moyen militaire, c'est important, mais on voit bien que ça n'est qu'une phase, ça n'est qu'un moyen, et qu'à la fin, il faut trouver une solution politique. Beaucoup de ceux qui nous écoutent pensent par exemple à ce que dit Dominique de Villepin. Vous n'avez pas les meilleurs rapports du monde. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Je le connais très peu, mais il s'en prend régulièrement à moi. Dominique Villepin, il parle bien, Dominique de Villepin, mais il parle comme l'extrême gauche. Il parle comme M. Mélenchon. D'ailleurs, qu'il a soutenu. Donc, moi, et vous me connaissez, chacun connaît mes convictions. La droite, vous voyez, ou ceux qui se disent de droite, cette pseudo-droite, qui parle comme la gauche ou comme l'extrême gauche, franchement, je la combats. Parce que c'est cette droite-là qui nous a beaucoup abîmés depuis des années et des années. Et cependant, quand Dominique de Villepin et d'autres disent en réalité c'est pire, Kadhafi tombé, c'est pire ensuite, Saddam tombé, c'est pire ensuite. Et le risque existe aujourd'hui que tout ce qui se passe là, ce soit, si possible, mais pire ensuite. Je ne dis pas autre chose. Je ne dis pas autre chose. Simplement, puisque vous me parlez de lui, ça fait sourire quand même de se dire gaulliste pour finir, comment dirais-je, par appuyer un parti politique qui attise régulièrement les braises de l'antisionisme et, disons-le tout de go, de l'antisémitisme, qui ne souhaite pas d'ailleurs que la France conserve son siège permanent au Conseil de sécurité. Vous parlez de qui là ? Je parle des Insoumis. Ouais. Et je parle de Dominique Villepin. Se dire gaulliste. Vous voulez dire que lui aussi attise l'antisémitisme ? Non, je suis en train de vous dire que se dire gaulliste, pour finir par appuyer, c'est ce qu'il a fait après la dissolution, après notamment les législatives, par appuyer notamment les Insoumis qui attisent régulièrement les braises de l'antisémitisme, qui veulent la disparition du siège au Conseil de sécurité, du siège permanent de la France, ça fait doucement rire. L'invocation de Dieu dans le discours de Trump, on a vu l'image, on peut peut-être revoir l'image de Trump au moment de la Situation Room, ce moment où il prend la décision. Il est entouré de Pete Hegseth, le secrétaire à la Défense. Il y a Dan Kane qu'on va revoir plus tard dans l'émission, c'est un personnage tout à fait central, c'est le chef d'état-major de l'armée de l'air. Voilà. L'invocation de Dieu est permanente. À la fin du discours, 4 minutes de discours, Trump dit « Je veux juste remercier tout le monde, en particulier Dieu. Je veux juste dire à Dieu qu'on l'aime et qu'on aime nos soldats, protège-les, Dieu bénisse le Proche-Orient, Dieu bénisse Israël, Dieu bénisse l'Amérique. » Vous qui êtes croyant. Ah oui, mais moi, vous voyez, sur mes euros, sur mon billet, j'ai pas « In God we trust ». En Dieu, je crois. C'est deux mondes très différents. À chaque fois que je suis allé aux États-Unis, d'ailleurs, j'ai eu cette surprise. On pense que ce sont des Anglais qui parlent avec un accent américain, que c'est une même culture. C'est une culture très, très différente. Très, très différente de la nôtre. Et nous, on est une république laïque. Et on a tellement souffert des guerres de religion qu'on a appris que ce n'est pas la religion qui pouvait déboucher sur la concorde civile. Mais c'était vraiment la laïcité. Quel commentaire ça appelle chez vous ? Trump invoque son Dieu, Khamenei invoque son Dieu, Netanyahou, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parle beaucoup de Dieu dans cette affaire, beaucoup. Européens, non. Les Européens, je pense, quand on y croit, je crois qu'on ne devrait pas le mêler à tout cela. Voilà. On ne devrait pas l'instrumentaliser. Le Dieu des armées, c'est fini. Écoutez, chacun voit midi à sa porte. Simplement, pour ce qui me concerne, la foi est quelque chose d'intime. Voilà. Voilà, ces références, cette justification d'un ordre religieux pour venir, si j'ose dire, légitimer des actions temporelles, et non seulement contraires d'ailleurs à ce que je crois de la laïcité de la République française, et contraire aussi à ce que je crois. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, et pas mélanger les deux choses. Il y a un passage dans votre livre que j'ai souligné. Vous dites « Le relativisme et le consumérisme ont vidé les cœurs. L'islamisme s'emploie à les remplir ». Et j'avais presque l'impression qu'il y a chez vous, pas une forme d'admiration, mais une forme de conscience que l'islam conquérant, vif, c'est une religion qui est pleine d'énergie, et en réalité a pris une place que le christianisme a perdue, et d'autres. Alors, bien sûr, ça me permet de préciser que je suis très dur et je combats l'islamisme. Mais je veux dire à nos compatriotes musulmans que l'islamisme n'est pas une foi, n'est pas une religion, c'est une doctrine politique, c'est une idéologie. Et je ne mélange pas les deux. Et je pense que ceux qui ne supportent pas, qui nous traitent d'ailleurs d'amalgamer, c'est eux qui amalgament les islamistes et les musulmans. Moi, je fais la distinction, j'y tiens beaucoup. En revanche, ce que je crois fondamental, et le problème de l'Occident, c'est qu'il y a une part matérielle, y compris dans les peuples,
il faut du pouvoir d'achat, etc. Et c'est peut-être ce que la droite aussi française peut porter. C'est qu'on ne peut pas réduire tout au matériel. Il y a notamment dans les catégories, ce que j'appelle la France des honnêtes gens, bien sûr qu'on a envie de mieux vivre, de produire plus, de consommer plus, mais ça ne règle pas tout. Il y a un cadre de l'existence qui comporte une dimension matérielle, des repères culturels, et la France est un héritage, une œuvre de l'esprit à prolonger. Je pense que c'est important. Et de ce point de vue-là, la grande faute de l'Occident a été de ne rien proposer. C'est la perte du sens. Le vide de sens et le vide de France. Le vide de sens parce qu'on s'est dit notre horizon à nous, ça sera de consommer plus. Ça ne peut pas satisfaire l'âme humaine, je le pense, au sens classique du terme, mais pas religieux du terme. Et par ailleurs, vide de France parce qu'il y en a marre de la culture de la repentance. On a tellement dit que la France était coupable, que la France était abjecte, qu'on a finalement, pour plein de jeunes, on les a dissuadés d'adhérer à notre destin collectif. Cet Occident qu'incarne aujourd'hui Donald Trump, est-ce que vous employez encore le terme monde libre? Est-ce que c'est le chef du monde libre pour vous? Non, je n'ai jamais d'ailleurs trop utilisé. Sous le communisme, oui. Bien sûr. Oui. Moi, ma vie politique, mon parcours politique a été structuré vous êtes seul généticien. Exactement. Exactement. Et ça, c'est fini. Et d'ailleurs, c'est plus le chef du monde libre. C'est ce qui m'a permis de repérer dans M. Poutine, contrairement à certains de droite, le retour de l'homme rouge. Vous voyez, l'État KGBiste. Ça m'a permis, au moins ça m'a donné cette lecture particulière. Et pourquoi ne voulez-vous plus donner ce titre à Trump aujourd'hui? Mais parce que lui-même ne se reconnaît pas comme le chef du monde libre. Parce que lui se reconnaît, c'est MAGA, c'est comment on peut dire, faire de l'Amérique le retour de l'Amérique. Voilà, make America great again. Oui, mais vous êtes le premier, tout à l'heure, vous étiez le premier à dire quand même, il nous a servi, là, de votre point de vue. Mais c'est pas mon point de vue, c'est le vôtre. Moi, j'ai pas de position, mais vous dites, il nous a servi en l'affaire. Mais bien sûr, mais écoutez, quand on a déjoué, c'était sur Toulouse, il y a à peine un an, par exemple, on a déjoué un autre attentat. Là, c'était des Afghans qui étaient mêlés à cet attentat. C'était la DGSI. Entre nous, c'était avec une coopération américaine. Donc, ne nous trompons pas, là encore, on est des alliés, mais on n'est pas totalement alignés. On doit garder cette politique, cette position d'équilibre, d'indépendance. Le problème, c'est que l'indépendance, ça a des conséquences en termes de puissance, en termes de prospérité, qu'il faut qu'on puisse récupérer. Le risque du contre-coup, on comprend bien ce qui se passe là-bas, à des milliers de kilomètres, a des répercussions sur ce qui se passe ici. Il y a notamment le détroit d'Ormuz. Il y a, comme vous le disiez, tous les proxys outils. Est-ce que vous craignez le chaos général? Certains en font la conjecture, que tout ça tourne mal. Ça peut mal tourner. Une anecdote. On est en 2014, M. al-Baghdadi vient de proclamer le califat, donc Daesh. On est en juin, à partir de Mossoul, sur l'Irak. Et je vais me rendre avec mes propres moyens. J'étais le premier parlementaire en août 2014. Je m'y rends pour voir de quoi il s'agissait. Et là, j'ai été saisi d'une impression, d'une intuition qui était de dire mais ce qui se passe là va se passer chez nous, aura des répercussions. Août 2014, et vous voyez, dès les attentats, donc janvier 2015, voilà, donc on voit bien qu'il n'y a pas, aujourd'hui, tout se mêle, le front extérieur, le front intérieur, une hybridité de la guerre, les menaces extérieures, les menaces intérieures, tout est désormais beaucoup plus complexe. C'est pour ça qu'il faut être prudent, voilà. Est-ce que c'est une guerre de civilisation ? C'est une guerre, en tout cas, je pense que cet islamisme-là n'a rien à voir avec la civilisation. Je pense même qu'il défigure la civilisation musulmane. Je le pense. Et la foi musulmane, bien sûr. Bruno Retailleau, vous parlez évidemment d'abord comme ministre de l'Intérieur, comme un ministre qui sera dans quelques instants au Conseil de défense, qui voit beaucoup plus largement, mais aussi comme chef de la droite. Maintenant, à quand la droite devra-t-elle avoir un candidat formel à la présidence de la République ? Elle en aura un, mais pas avant la rentrée 2026. La rentrée 2026, c'est le bon calendrier ? En tout cas, il faut que ce soit à partir de la rentrée 2026, soit c'est juste avant l'été, soit c'est juste après l'été. Il y a plusieurs étapes si on veut se reconstruire. On voit bien que tout a changé. Aujourd'hui, la droite, il y a un vent de fierté. Je l'ai senti au moment des élections internes qui s'est levé. Il y a 9 mois, on nous donnait pour mort et aujourd'hui, on fait l'actualité au quotidien. Est-ce qu'il n'y a pas une urgence quand même ? Alors ne me sortez pas votre truc de colline après colline. Vous l'avez fait
l'avez trop fait, c'est fini, là. La corde est usée. Est-ce qu'il y a une forme d'urgence? Sarkozy, il était candidat depuis des plombes, Chirac a été candidat longtemps avant, et vous, à droite, on a l'impression que vous attendez quoi? Vous attendez Godot? Non, mais j'attends pas du tout Godot. Simplement, quand c'était du temps de Nicolas Sarkozy, c'était des centaines de milliers de militants. C'était autre chose. Donc, première étape, on doit reconstruire. Je le fais, j'ai le Conseil national samedi. Il faut qu'on remette en ordre de bataille le parti. Ensuite, il faut qu'on ait un projet, pas seulement un catalogue de mesures, un projet de société pour faire se lever l'espérance chez les Français qui, pour beaucoup d'entre eux de droite ou qui ne sont même pas de droite, sont sur nos solutions, le travail qui paye plus que l'assistanat, une école qui transmette, une fermeté, une autorité, et puis aussi des gens qui sont liés les uns par rapport aux autres, par rapport à des repères. Et puis ensuite, il y aura l'élection présidentielle. Il y a 3 étapes. Le parti, le projet et l'élection présidentielle. Merci beaucoup Bruno Retailleau. Vous vous rendez au Conseil de défense, il y a le président de la République, il y a monsieur Lecornu, qui d'autre? Il y aura le ministre des Affaires étrangères, il y a les services bien sûr qui sont autour de la table, le Premier ministre évidemment. C'est le plus grand degré de secret là. Les PV du Conseil seront rendus publics dans combien d'années? Une vingtaine d'années peut-être. Une vingtaine d'années. Non mais en tout cas évidemment. Vous reviendrez, vous nous parlez. C'est secret. Je compte sur vous, Darius, je compte sur vous. Merci beaucoup monsieur le ministre.